Bon, alors, bonjour à tous. Youssef Guelache, prof au Cégep et fondateur de Éduc Finance. Donc aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Cindy Trottier. Allô? Bonjour Cindy. Donc, peut-être je vais lui laisser un petit peu le temps de se présenter, puis après, j'ai plusieurs questions à te poser. OK. Donc, qu'est-ce que tu fais, disons, au quotidien? Au quotidien, je suis une maman, bien sûr. Je suis une maman zéro déchet, mais je suis également quelqu'un qui s'occupe de faire des conférences pour enseigner aux gens comment réduire leurs déchets à la maison. Réduire également les déchets qu'on peut faire en entreprise, par exemple. J'offre des services de consultation en ligne également. Et je suis fondatrice d'une plateforme qui s'appelle le Circuit Zéro Déchet. D'accord. Donc, belle plateforme pour trouver, géolocaliser les entreprises qui nous laissent apporter nos propres contenants pour réduire justement les emballages à la source. Super. Donc, pour commencer, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers, je pense que tu me disais avant l'entrevue, tu étais plus minimalisme au départ, puis après, tu as été plus vers le zéro déchet. Oui. Donc, peut-être expliquer rapidement ton cheminement, comment t'es arrivé là. Peut-être ça peut inspirer aussi des gens à le faire. Ben c'est drôle parce que la façon que j'ai commencé Zéro Déchet, c'était vraiment après l'intégration d'un mode de vie minimaliste chez nous. Parce que lorsque j'ai eu ma première fille, j'ai réalisé, on vivait dans une petite maison et on s'est fait encombrer de bébelles, encombrer de toutes sortes de choses. Puis curieusement, j'ai pété une coche. J'ai pété une coche parce que je pilais tout le temps sur des affaires, que j'avais trop de choses à faire, trop de choses à laver, trop de choses à entretenir. Puis là, ben, je me suis dit, comment je peux faire mieux avec moins? Donc, j'ai commencé à réduire mes possessions. Puis, j'ai réalisé qu'en ayant moins de choses, ben, j'avais plus de temps. Donc, moi, j'avais pas une entreprise à l'époque, j'avais un travail à temps plein. C'est moi qui s'occupais principalement de ma fille. Puis, je trouvais ça très compliqué d'aller travailler. Graduellement, il a fallu que je réduise mes heures aussi. Donc, en réduisant mes heures, ben, je réduisais mon revenu. Donc là, ben, on s'est dit, bon, minimaliste, je lisais beaucoup là-dessus parce que je voyais qu'avec ce mode de vie-là, ben, je pouvais réduire mes dépenses. Je voyais également que j'avais plus de temps, justement, parce que j'avais moins de choses à entretenir, moins de choses à gérer. Puis j'essayais de voir comment je pouvais rentrer ça dans ma vie pour faire en sorte que je puisse travailler moins, mais que mes revenus soient là, mais que mes dépenses soient pas comme... proportionnelles aux revenus. C'est ça, finalement. Donc, on a intégré ça graduellement. Puis, quand mon deuxième enfant est arrivé, on a réalisé que je ne pourrais plus avoir un job à temps plein parce que mon conjoint avait un travail qui était... moi, j'étais solo-parentale. C'est la différence entre le mono et le solo. La monoparentale fait tout. Il n'y a personne qui casse ses bébés la fin de semaine. La solo, le chum arrive la fin de semaine, vire tout ce que tu as fait. C'est le bordel. Fait que moi, quand j'ai tombé solo-parentale à la maison, ben là, j'étais plus capable d'avoir un job à temps plein, d'être partie, de m'occuper des deux enfants parce que ma santé mentale était en train d'en écoper. Fait que j'ai décidé de quitter ma job. J'ai vraiment lâché mon travail, puis c'était un très bon travail en publicité. Donc, lorsque tu travailles en pub, en marketing, c'est payant. Et j'ai dû couper la première année quand même un salaire à l'époque. Là, on parle de quand même il y a 8 ans, de 45 000 $ pour un 30 heures semaine que je trouvais que j'avais déjà réduit. Donc là, comment tu fais pour combler ça? Donc, nous autres, on s'est dit, oui, le mode de vie minimaliste, c'est une chose, mais il faut aussi considérer le fait que moi, en travaillant pas, ça permettait à mon conjoint d'augmenter ses heures de travail, mais également d'avoir un meilleur emploi. Parce que lui, il travaillait en gestion. Donc là, lui, il faisait plus d'heures. On compensait, mais moi, je dépensais pas plus. J'achetais pas plus d'affaires. Fait qu'au final, on balançait. Donc, le mode de vie minimaliste m'a amené à tout ça, m'a amené à réduire mes choses, m'a amené à acheter une plus petite maison, donc moins de dépenses par mois, moins d'Hydro-Québec, moins d'assurance, moins de toutes sortes de choses. Et là, on s'est dit, OK, là, il faut encore trouver des solutions pour réduire nos dépenses. Puis dans le livre de Bea Johnson, elle disait, on a sauvé 40% d'économies avec l'intégration du zéro déchet. Là, j'ai fait « Oh! Chérie, on a moyen de sauver 40% d'argent là aussi! » Des gens qui aiment les finances, on aime ça! Fait que là, j'ai dit « Comment je peux faire pour que ça me coûte encore moins cher? » Fait que là, j'ai commencé à intégrer ce mode de vie-là. Mais j'ai réalisé quelque chose, par exemple, c'est que c'est pas tout à fait le zéro déchet qui te permet de faire 40% d'économie. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'était un petit teasing, oui, là. Non, c'est pas le zéro déchet qui te permet de faire 40% d'économie. Ce qui te permet de faire autant d'économies, c'est vraiment le minimalisme. Fait que quelqu'un comme moi qui avait commencé la réduction de ses possessions, la réduction de ce qu'il achetait dans le garde-manger, donc
de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire du coup ce que tu achetais, de comprendre tes habitudes de consommation. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais déjà fait. Fait que j'ai pas eu le fameux 40%. Par contre, oui, j'ai eu une réduction qui était quand même assez intéressante parce qu'avec l'intégration du zéro déchet, ben, j'ai commencé à m'intéresser à la réutilisation. La réutilisation, ben, proprement parler, c'est à l'époque minimaliste, ben, tu peux être minimaliste puis faire des déchets. Tu peux être minimaliste puis acheter des Scott Towels, tu peux être minimaliste puis acheter des Swiffer, acheter ton savon partout puis avoir plein de produits quand même. Par contre, quand tu t'intéresses au zéro déchet, ben, ton but, c'est de réduire aussi la quantité d'emballage que tu achètes pour maximiser ce que tu vas faire avec ça. Fait que là, ben là, on n'achetait plus plein de produits pour la lessive, on achetait un seul produit pour la lessive pour réduire nos emballages. On n'achetait plus des produits déjà tout faits sur les tablettes pour nettoyer. On a appris à se servir du bicarbonate de soude, de l'eau. Tu peux épousseter un meuble avec de l'eau. Tu n'as pas besoin d'acheter du pledge pour épousseter. Donc ça, c'est des économies. On a réduit le nombre de trucs qu'on achetait parce qu'en reconsidérant nos habitudes alimentaires, ben, on a réalisé qu'il y a bien des aliments qu'on achetait qu'on ne mangeait pas. Donc, c'est une perte financière de gaspiller de la nourriture comme ça. Puis, en réutilisant, bon, des vieilles serviettes, en réutilisant des trucs pour laver, nous autres, c'est une guenille chez nous, on a juste ça. On n'a pas plein d'affaires, ben là, tu sais, tu te retrouves à avoir un objet réutilisable qui fait tout. Puis quand tu commences à calculer le prix des essuie-tout, le prix des Swiffer, le prix des mops lavables, le prix de toutes ces affaires-là, ben c'est un gros... C'est quand même un pas pire montant par année que moi, ben j'ai pas besoin de payer. Oui, là-dessus, on a vu beaucoup de réductions. Je veux dire qu'on a fait peut-être un 15% supplémentaire, pas le 40%, comme je te disais, on avait déjà une marge. On a eu un 15% supplémentaire. Cool. Puis dis-moi, ce serait quoi, exemple, moi qui commence un peu le minimalisme, puis qui veut s'intéresser justement au zéro déchet. C'est sûr, c'est compliqué. Il faut faire l'effort de vouloir le devenir. Ce serait quoi comme les premières étapes ou genre les trucs que tu dis, les gens font vraiment inconsciemment et qui pourraient faire des efforts? La première chose, vraiment la première chose que je dis aux gens de faire, si on focus essentiellement sur le minimalisme et non pas sur le zéro déchet, c'est de reconsidérer ses habitudes de consommation. Donc, de voir qu'est-ce qu'on achète le plus souvent. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans notre vie? Est-ce que c'est plus la nourriture, c'est plus le transport, c'est plus, comme tu disais, les objets qu'on achète pour la maison? Je te dirais que nos achats courants, c'est 70% de notre consommation à chaque semaine. Fait que oui, de reconsidérer ses habitudes de consommation face à son alimentation, c'est une chose. Fait que les achats récurrents, donc d'analyser les achats récurrents qu'on fait, puis de voir lesquels on peut réduire ou éliminer. Après ça, ben là, tu as d'autres facteurs de réduction qui peuvent entrer en ligne de compte. Après ça, tu peux regarder, les possessions que tu as à la maison. Lorsque quelque chose brise, est-ce que tu as vraiment besoin de le remplacer? Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison qui peut faire la même chose? Moi, je suis partie d'un robot culinaire j'avais un blender robot culinaire, un bras mélangeur, j'avais une espèce de mixette qui coupe en même temps. J'avais plein d'affaires pour faire la cuisine. Jusqu'au jour où je me suis rappelé que quand j'étais étudiante, j'avais un bras mélangeur puis j'en faisais de la bouffe avec un bras mélangeur. Aujourd'hui, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Fait que quand tous les autres électros ont lâché, j'ai simplement pas racheté ces électros-là pour me concentrer sur l'électro le petit électroménager qui faisait tout et qui me permettait de maximiser pour peu de frais. Nous autres, la façon qu'on calcule à la maison, c'est qu'on se dit, bon, des fois, ça coûte un petit peu plus cher d'acheter cet élément-là, puis encore là, c'est drôle, tu peux l'avoir usagé. Mais quand tu l'achètes, mettons neuf, il faut que tu calcules le nombre d'utilisations qui va te durer. Tu sais, c'est une poêle, on va dire, hey, c'est cher, la poêle, elle m'a coûté 150$. OK, mais tu te sers de ta poêle combien de fois par semaine? Combien d'années qu'elle va durer? Tandis que si tu achètes à chaque 3 mois une poêle à 20$ antidérapante ou pas antidérapante, le contraire, ben, tu vas te retrouver à dépenser beaucoup plus d'argent au final pour ce même objet-là. Fait que le minimalisme, concrètement, pratiquement, c'est ça aussi que ça te fait réaliser, c'est que tu achètes des choses de qualité qui vont te durer longtemps, dont l'utilisation va être maximisée par l'argent aussi que tu mets dedans. Puis, tu sais, par rapport à une nouvelle tendance un peu au niveau des épiceries, tu parlais tout à l'heure des emballages, là, de la réduction des emballages. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que les épiceries, maintenant, y offrent de plus en plus cette possibilité-là?
Il y a de plus en plus d'épiceries qui vont offrir la possibilité d'amener ces contenants. On parlait de circuit zéro déchet, on est rendu à 500 entreprises au Québec actuellement qui te laissent apporter tes contenants, et plus, parce que moi je ne les ai pas toutes répertoriées, il faut qu'ils le fassent sur une base volontaire. Par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est que oui, il y a une tendance aux épiceries zéro déchet, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas revu leurs habitudes de consommation, qui vont se garrocher dans ces épiceries-là, puis ils vont tout acheter ce qu'il y a en vrac, parce que là, ils ont besoin des zéro déchets. Mais en zéro déchet, tu n'as pas besoin d'acheter rien. Tu as tout ce que tu as déjà besoin, c'est sûr. C'est sûr que tu as quelque chose à la maison qui peut faire toutes ces choses-là que tu veux racheter en vrac ou encore en bambou. Tu as quelque chose chez vous. Utilise ce que tu as. Après ça, tu remplaceras, une fois que tu sais ce que tu as vraiment besoin, tu remplaceras par des options qui sont zéro déchet, fine. Mais utilise ce que tu as. Au lieu de te garrocher dans ces épiceries-là, dans ces commerces-là, puis d'acheter toutes sortes d'affaires. Puis il ne faut pas oublier non plus que si tu n'as pas repensé tes habitudes de consommation, ben tu vas peut-être acheter très cher les produits en vrac. Moi, je donne souvent l'exemple de la farine. Les gens vont acheter de la farine en vrac. OK? T'es-tu seul? T'es-tu un couple? Tu cuisines-tu? T'es-tu une famille? Ben, si t'es une famille et tu passes ton temps à faire ton pain, ou pas acheter à la poche de farine, elle va te coûter, admettons, je vais dire Costco, j'aime pas ça, Costco, elle va te coûter 17$ ou 18$ pour la même poche de farine biologique faite au Québec chez Costco. Mais si tu vas l'acheter en vrac, elle va te coûter 42$ au final. Donc là, je dis aux gens, reconsidérez, voyez vos habitudes. Puis après ça, les produits qui sont non périssables, si vous savez que vous n'allez pas les gaspiller, achetez-les en gros au lieu de les acheter en vrac. Mais si vous êtes pour les gaspiller ou tester un nouveau produit, achetez-le en vrac, là vous allez faire des économies. Tout est dans les habitudes. Revoir les quantités en fait qu'on utilise. Voir ce qu'on fait vraiment avec nos achats. C'est ça qui est essentiel, c'est de voir l'utilisation qu'on fait de nos achats, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit de nos vêtements. Là, on va se garrocher sur des beaux vêtements, finalement on le porte une fois parce qu'on est bien dans notre vieux t-shirt mou. Notre vieux t-shirt mou, on l'a rentabilisé longtemps, tandis que le nouveau beau vêtement qu'on a acheté sa tablette à Noël parce que c'était cute, on l'a mis 2 fois, évidemment il n'a pas été rentable ni pour l'environnement ni pour notre portefeuille. Exactement. Puis ça, justement, revoir ses habitudes, il faut le faire tous les quoi, genre exemple les vêtements. Ce serait quoi, comme chaque année, toutes les saisons? Toi, as-tu des trucs pour ça? Ben, quand t'as développé la mentalité zéro déchet, comme moi, ça m'a pris 2 années entières. Tu sais, 2 années à focusser entièrement sur la réduction des déchets pour arriver où ce que je suis aujourd'hui. Et même encore là, je trouve des équilibres, je revois certaines de mes habitudes. Je te dirais que je fais ça à peu près 2 fois par année, là, de l'été ou l'hiver. Parce que tu sais, l'hiver, t'as pas la même façon de consommer, t'as pas besoin des mêmes affaires. Puis l'été, t'as pas besoin non plus des mêmes affaires. Par contre, au niveau du minimalisme, je m'intéresse à ça depuis maintenant 9 ans. Puis ça continue. C'est pour ça que je me dis c'est une évolution. Puis quand j'ai eu mes bébés, j'avais des trucs que je donnais aux gens quand j'avais mes petits bébés. Puis j'ai réalisé que le jour où eux ont commencé à prendre des décisions face à leurs choses, juste le fait de faire du ménage puis de désencombrer ta maison avec des enfants, bébé, c'est correct, ils s'en rendent pas compte. Quand il est rendu en avant, puis que... Il veut des jouets, tout ça. Pas nécessairement qu'il veut des jouets, parce que les jouets, c'est nous autres qui les poussent vers eux autres. Ou ce qu'ils voient autour. Mais juste, mettons, ma fille m'a été attachée à une canette de liqueur qu'elle trouve bien belle parce qu'il y a une licorne dessus. Tu sais, elle traîne dans le fond de sa chambre depuis un mois, ben... Je pourrais pas la pogner puis aller la consigner. Elle est attachée. Il faut que je négocie avec elle pour que ça parte. Mais c'est pour tout. Mais c'est la même affaire quand on intègre ça à la maison. Ben, faut discuter avec sa famille. C'est quoi les limites, tes limites à toi? C'est quoi les limites de ton conjoint, ta conjointe, de tes enfants? Puis tu veux pas non plus te retrouver avec la charge mentale. Puis que finalement, ben, tu as une job à temps plein à la maison pour réduire tes déchets. Exactement. Cool. Puis, est-ce que tu conseilles justement des livres ou des ressources, des bonnes ressources, justement? Toi, t'en as... J'imagine que tu as passé à travers tout ce qui existe, là. Ce serait quoi les bonnes ressources minimalistes puis zéro déchet, que ce soit vidéo, audio ou livre, peut-être? Il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup, mais moi, ceux que j'ai préférés. Puis le pourquoi... moi, j'adore Dominique Leroux, l'ensemble de ses livres. Donc, j'adore le livre L'art de l'essentiel, comment jeter l'inutile et le superflu pour faire de l'espace en soi. C'est ce livre-là qui m'a incité à réduire mes possessions. Pourquoi? Parce qu'elle t'explique qu'est-ce qui t'a amené à consommer, qu'est-ce qui t'a amené à acheter des choses, qu'est-ce qui fait que tu t'encombres. Parce qu'on peut parler de la maladie, on peut parler de deuil. Elle fait le tour de tout ça. Puis après ça, elle te donne des pistes de solutions pour réduire graduellement au travers de plusieurs trucs.
Je l'aime beaucoup parce que sa méthode est très spirituelle, puis il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'encombrement qui ont un gros problème qui va être émotif. On parle de ordering, donc des syndromes de Diogène. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là, puis quand on s'intéresse au minimalisme, ben, on va chercher un peu cette information-là, puis Dominique Leroux l'aborde d'une superbe de belle façon. Après ça, ben, il y a des personnes qui marchent avec leur portefeuille. On se le cachera pas, qui trippent ses finances, qui aiment ça. Moi, je conseille, c'est niaiseux, le livre de Pierre-Yves Mexois. On ne se le cachera pas. Parce que, justement, le minimalisme, c'est une chose au niveau de tes possessions, mais est-ce que tu payes trop d'assurance par année pour garder tes affaires? Tu sais, je dis souvent aux gens, je dis, c'est pas les choses, c'est pas nous autres qui possédons les choses, c'est les choses qui nous possèdent. C'est obligé de payer une assurance habitation plus cher. C'est obligé d'acheter plein de types d'assurances différentes pour t'assurer que le jour où tu seras plus là, ou qu'il va arriver quelque chose, la personne à côté de toi ne soit pas dans la merde, ben peut-être que c'est parce que tu as trop de choses. Peut-être que c'est parce que tu as trop de dépenses. C'est pas des investissements nécessairement. Moi, je dis aux gens, ben, ce livre-là, peut-être qu'il va vous mettre la puce à l'oreille en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Parce que n'importe quel conseiller financier, ben, il vend des assurances, il va vouloir t'en vendre des assurances. Ben, des fois, c'est de se questionner sur nos besoins. Nos vrais besoins. Exactement. La question, elle est parfaite parce que c'est ça qu'on doit se poser continuellement. En fait. Moi, je recommande ce livre-là pour les personnes qui associent ça. Et sinon, ben, il y a un livre que j'aime beaucoup, mais avec lequel je suis un petit peu mitigée. Parce que c'est un livre qui est choc. C'est un livre qui te fait prendre conscience de nos possessions, d'où elles viennent, où elles vont. C'est le livre et justement les petites capsules de The Story of Stuff de Annie Léonard qui s'appelle La poubelle au régime en français. C'est un livre qu'une fois que tu l'as lu, tu peux vivre de l'éco-anxiété. Parce que là, tu réalises d'où viennent les choses, où elles s'en vont. Tu réalises que finalement, le recyclage, c'est plate à dire, mais il y a une forme de lubie là-dedans, même au niveau du recyclage des électroniques. Puis là, tu te sens un peu floué là-dedans, tu fais des efforts, mais tu es déçu. Ça fait mal de lire ça, mais c'est la réalité de beaucoup de choses. Puis c'est le pourquoi du comment. Il faut que nous, on fasse une rétrospection puis qu'on se dise, ben, comment il y a moyen de bloquer ce phénomène-là? Ben, c'est en agissant à la base. Puis la base, ben, de chaque individu. C'est chaque individu a un pouvoir d'achat. Puis le jour que vous allez dire, moi, je ne veux plus acheter ton produit, les compagnies vont s'adapter. On le voit aujourd'hui, les compagnies commencent à s'adapter. Même les épiceries aussi, elles s'adaptent. Les épiceries s'adaptent. Donc, veut pas, l'offre et la demande. Ben, la demande étant... Tiens, je suis curieux, je veux avoir ton avis. Là, je sais que c'est la COP25 en ce moment. Là. Tu suis ça? Est-ce que tu es curieuse par justement les décisions? Écoute, l'année passée, j'ai suivi ça. Cette année, je n'ai pas suivi ça cette année. Je suis ça sur les réseaux sociaux avec moins d'attention. La façon que je suis ça cette année, c'est en regardant ça de loin, en me disant, bon, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des suggestions qui vont être émises. Après ça, ils vont bien faire ce qu'ils veulent. Moi, c'est plate à dire, j'appelle ça du grattage de dos. C'est hier, moi, j'ai fait ça. Puis, au final, tu ressors où ça avance pas. Il y a des bons coups qui sont faits à travers de ça. Il y a des bonnes idées qui ressortent de ça, qui vont être repris ailleurs, qui vont être repris par des entreprises, qui peuvent être repris par des dirigeants. Notamment, ce que j'ai suivi cette semaine comme dossier, c'est le fameux dossier de la consigne qui va être étendu, I hope, envers les bouteilles de vin et les bouteilles d'eau prochainement. Ça, vois-tu, je trouve que c'est un bon pas dans la bonne direction. On s'entend que le recyclage, c'est une solution temporaire à un problème permanent. Mais il y a tellement de choses à regarder, justement, dans ces événements-là. Peut-être qu'ils pensent à toutes ces facettes-là. On va penser à que ce soit l'électrification des transports, c'est une chose, mais si tout le monde s'en va vers l'électrification des transports, ben moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un débalancement. La nature s'auto-gère elle-même, hein, va faire pousser des mauvaises herbes, va faire pousser des grands, des petits, des moyens. Mais nous autres, l'humain, on a tendance à vouloir tout contrôler. Puis lorsqu'on tente de tout contrôler, ben qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on en met trop d'un bord, puis là, ça devient un problème. Un jour, le plastique, c'était une excellente solution. Aujourd'hui, le plastique, c'est un problème. Le carton, ça a déjà été une excellente solution. C'est devenu un problème, on a mis par du plastique. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que moi, je me dis, je regarde ça, mais je regarde ça aussi avec l'œil de quelqu'un qui voit qu'on est encore dans un système de croissance, puis eux autres veulent juste faire du profit, on ne se le cachera pas. Si ça ne fait pas d'argent... C'est des belles discussions, comme tu dis, il y a des initiatives un peu, mais le problème, c'est que ça prend du temps à... Ça prend beaucoup de temps, il faut faire passer le message. Moi, j'ai été donner une conférence dans une banque, justement, dernièrement,
Puis il y a quelqu'un qui est rentré, je lui ai donné des trucs économiques pour permettre à l'entreprise de réduire ses dépenses en intégrant des mesures environnementales. Puis c'était vrai là, que ça, tout ce que je disais, c'était des trucs concrets. J'avais pris des belles sources, j'avais amené des beaux rapports pour leur montrer les économies potentielles qui pouvaient être faites. Puis il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle en disant, ben, je peux pas rester aujourd'hui, l'argent, c'est l'argent qui priorise. Puis il est parti, puis je me suis dit, si cette personne-là serait restée aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait eu des trucs pour réduire ses dépenses. C'est finance. Pour améliorer ses finances. Et voilà. Fait que je trouve ça toujours drôle, les gens qui disent, je vais travailler plus pour amener plus. Puis après ça, ils s'en vont se payer du prêt à manger, vont payer quelqu'un pour faire leur ménage. Puis là, tu regardes le nombre de dépenses que tu as dans ton année versus ce que tu as travaillé. Puis tu te dis, j'ai passé mon année à travailler pour payer quelqu'un pour faire les choses à ma place. C'est ça. T'as rien gagné. T'as même pas eu assez d'argent pour investir, au fond, parce que tu as payé quelqu'un pour faire les choses. T'as acheté le temps de quelqu'un d'autre. T'as acheté le temps de quelqu'un d'autre. Tu sais, au fond, c'est un peu marxiste comme phrase, mais Karl Marx disait, on est rendu une marchandise. Fait qu'on s'achète entre nous autres pour faire des tâches qu'on veut pas nécessairement faire, maximiser notre temps au maximum, mais ça a un coût. Cool, ben super intéressant. Donc j'espère que les gens, ça va les inspirer, puis ton message va passer. Fait que là, pour te suivre, ce serait quoi le meilleur endroit pour te suivre? La meilleure place pour me suivre, c'est vraiment sur Facebook, Tendance Radie. Donc, on a le Facebook de Tendance Radie. Là, je donne des trucs assez quotidiennement. Donc, ça, c'est bien. On a toujours sur Instagram où je donne d'autres genres de trucs, mais ça va toucher plus les jeunes aussi. Je dirais que c'est plus des trucs qui sont journaliers, tu sais, comme des choses que je fais. Facebook, il y a plus de réflexion. Puis sur mon blog, ben, c'est tous les articles, les recherches que je fais depuis les dernières années. Ça, c'est le www.tendanceradie.com. Puis pour ceux qui s'intéressent vraiment au zéro déchet, qui touchent plus l'économie, les entreprises, ben, ils peuvent aller sur le circuit zéro déchet. Puis voir aussi les commerces, comme on disait tout à l'heure, qui offrent la possibilité de... Ils vont pouvoir se géolocaliser, vérifier quels commerces autour de chez eux peuvent leur laisser apporter leur contenant, puis du coup, ben, encourager une économie qui est locale et circulaire. Là. Super, ben merci beaucoup de ta présence, puis on va demander aux gens s'ils ont des questions ou des commentaires, de les laisser, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Donc, au revoir tout le monde. Salut! Bye!